Plus te voir après. Ok, donc je commence à 31. Attends, Youssef, il dit, j'attends que ça ouvre, on me dit que ça va bientôt commencer. C'est ce que dit Hélène. Ouais, du coup, elle a pas le lien panéliste, elle a le lien classique. Bah, je vais ouvrir, hein, de toute manière, Ouais, donc elle ouvre, pourra est-ce que tu rentrer. peux du coup la mettre en, tu vois? Oui, oui, en Enfin, panéliste, je l'ajouterai en panéliste. Alors, j'ouvre. ok. Je vois Hélène en effet les attendees. Tu la vois, Youssef? Oui, là, normalement, Super, elle a été promue panéliste. génial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Écoutez, Bonsoir Hélène. oui. Bonsoir Samy, c'est plaisir de te voir. Salut Hélène. Également. Alors attends, il faut que j'arrive à mettre une vidéo là. Voilà. Je sais pas si vous me voyez. Oui, Impeccable. c'est bon. Voilà. Impeccable. Bon. Bonjour Hélène. Ah, Christophe, très bien. On va attendre une petite minute et Ouais. on commence. Ben, j'ai affaire à des pros là. Hein. Si mon téléphone voulait simplement se caler, ça serait bien. Le porter à bout de bras, c'est un peu épuisant. Je vois qu'il y a Yann Chantrel qui est là aussi avec nous. Bon, il est 32. Allons-y. Démarrons ce webinaire en espérant que d'autres participants nous rejoignent dans le fil de la discussion. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire ce soir sur le thème de quel service public de l'éducation et de l'enseignement en France et à l'étranger. Donc, l'objectif de ce webinaire, il est triple. D'abord, de dénoncer le bilan du quinquennat passé dans le domaine de l'éducation et particulièrement dans le domaine de l'enseignement pour les Français à l'étranger. Un bilan qui est quand même assez terrible, avec des réductions de budget sur l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, on en parlera, des bourses scolaires, etc. etc. Donc, beaucoup de choses à aborder sur ce thème. Ensuite, présenter les propositions nationales et locales pour les élections législatives de la gauche et des candidats et candidates de la gauche unie. Et puis également donner des exemples concrets et des solutions pour les Françaises et les Français de notre circonscription d'Europe du Nord pour un accès universel, ou en tout cas à toutes celles et ceux qui le souhaitent, à l'enseignement en français pour leurs enfants, pour la transmission de la culture et de la langue française. Donc pour ce webinaire, nous avons évidemment Charlotte Mainvielle, notre candidate de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, donc l'Union de la gauche, qui vient d'Europe Écologie Les Verts, qui est candidate aux élections législatives pour l'Europe du Nord, qui regroupe, je le rappelle, 10 pays. Nous avons également Christophe Adol, qui est enseignant en sciences économiques et sociales au lycée français Charles de Gaulle depuis de nombreuses années et que j'ai le plaisir de côtoyer depuis longtemps puisque nous avons été conseillers des Français de l'étranger ensemble. Et puis, nous avons également Henriette Mahaman, qui est directrice de l'école Flamme de Lise, la petite école Flamme, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter très récemment. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Samy Amar. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Je suis élu conseiller des Français de l'étranger depuis maintenant 3 ans et demi. Et donc, sur la circonscription de Londres, qui regroupe l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Donc, voilà. Et nous avons
le plaisir et l'honneur, et ça c'est un petit peu la surprise du chef, ce n'était pas communiqué dans le webinaire, dans les envois qui ont été faits sur la liste électorale consulaire et que vous avez certainement reçu dans votre boîte email, mais nous avons le plaisir d'être rejoints par Hélène Conway-Mouret, qui est notre sénatrice des Français de l'étranger, et qui interviendra également pour donner des points de contexte, notamment sur la politique nationale qui a été menée et qu'elle a en grande partie combattue depuis un quinquennat, mais à laquelle elle a contribué auparavant, puisqu'elle était évidemment ministre déléguée en charge des Français de l'étranger, et que nous devons notre existence, nous, conseillers élus des Français de l'étranger, à la réforme qu'elle a menée brillamment sous le quinquennat de François Hollande. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Hélène pour que tu fasses quelques mots d'introduction et puis de contexte sur ce sujet qui préoccupe énormément nos concitoyens en Europe du Nord, mais dans le monde entier aussi, mais particulièrement en Europe du Nord, sur l'accès à l'éducation, à l'enseignement et la transmission de la langue française et de la culture quand on habite à l'étranger, et notamment sur les politiques qui ont été menées en sens ou contre cela depuis quelques années. Donc Hélène, je te donne quelques minutes pour introduire et mettre quelques points de contexte. Merci, merci beaucoup, merci Samy pour cette introduction et merci à Charlotte pour l'invitation. Vous dire d'abord que c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'éducation puisque ça a été ma vie jusqu'en 2011. Je suis rentrée dans l'éducation en tant que professeure, enfin d'abord assistante. J'avais tout juste 20 ans, j'avais le même âge que les élèves qui se trouvaient en face de moi, qui passaient leur baccalauréat. Et puis ensuite, je suis assez rapidement allée à l'université. Mais enfin, pour moi, l'éducation et la formation sont absolument essentielles dans nos sociétés. Et je crois que nous n'y consacrons certainement jamais suffisamment ni de moyens, ni de soutien. Donc voilà, alors, merci d'avoir dit que c'était la surprise du chef et non pas la cerise sur le gâteau. Je suis un petit peu lyonnaise aujourd'hui pour la journée, comme vous voyez, dans un environnement un petit peu différent de ce que j'ai normalement avec mes livres et mon bureau. Je ne me serais pas permis. Non, mais je crois qu'il faut surtout sourire et se dire que malgré tout ce qui nous entoure et qui pourrait nous chagriner et nous inquiéter énormément, nous avons, avec cette réunion, la démonstration, en effet, que l'union est possible, que des fondamentaux existent et que nous sommes rassemblés pour les défendre et pour avancer ensemble. Et je crois que ça, c'est un très beau signal et je salue d'abord les conseillers et le conseiller que tu es, Samy et Christophe, en son temps, pour ce travail de terrain. Et bien, aujourd'hui, nous avons une candidate qui aspire à être députée. Je crois que nous avons là une très belle équipe, c'est-à-dire les élus de terrain, et puis les parlementaires, et puis l'administration, et puis les ministères et l'exécutif, tous normalement impliqués pour eh bien, améliorer le quotidien des Français. Alors, le contexte, en effet, Samy, tu as tout à fait raison de débuter comme ça, même si je ne suis pas d'un tempérament négatif ni pessimiste, mais sincèrement, rien ne s'est amélioré en 5 ans. Et c'est un constat. Ça a débuté de façon dramatique en 2017. Alors, il y a cette propension dans le monde aujourd'hui de gestion du pays de considérer que ce qui existait auparavant doit être oublié. Vous savez, c'est 1984, Orwell, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire au fur et à mesure qu'elle se passe, en oubliant ce qui n'allait pas auparavant et en démontrant à chaque fois ce qui va mieux. Bon, 2017, ça a été d'abord une attaque en règle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, suppression de crédits qui ont forcément entraîné immédiatement une suppression de postes dont nous n'avions pas besoin. Et en même temps, puisque c'est quand même ce qui était demandé à l'agence, de lui demander de doubler le nombre des élèves. Donc, ça relève du miracle de demander à une agence de service public
de doubler le nombre des apprenants en lui supprimant la possibilité d'emprunter pour construire et donc agrandir ces établissements scolaires, et en établissant un plafond d'emploi qui existe toujours, voire en réduisant le nombre des professeurs. Donc, en fait, ce qui était demandé, ce n'était pas simplement de doubler le nombre des apprenants, enfin le nombre d'élèves, mais tout simplement de se dire que l'agence ne pouvant pas le faire, puisqu'on ne lui donnait pas les moyens et on lui les retirait, eh bien que ça passerait par l'extérieur et donc par finalement des établissements privés. Moi, je pense qu'il aurait été plus honnête finalement eh bien d'accepter qu'en effet, on allait vers une privatisation de ce réseau et qu'au lieu d'avoir un réseau équilibré aujourd'hui autour d'établissements à gestion directe par l'État, qui fournissent quand même l'essentiel de l'excellence pédagogique qui fait que les familles aujourd'hui font des sacrifices importants, des sacrifices financiers pour scolariser leurs enfants dans nos établissements scolaires, eh bien, se dire que cet équilibre assez subtil entre donc, les EGD, établissements à gestion directe, les conventionnés, les homologués, eh bien, on se retrouverait avec des homologués qui deviendraient de plus en plus importants en nombre et qui finalement, à terme, ferait que le réseau ressemblerait plus au réseau que nous connaissons aujourd'hui et serait plutôt dans la ligne de ce qui existe dans le système anglo-saxon, voire américain, c'est-à-dire des établissements privés. Donc moi, je pense que nous avons là une vision de notre société, une vision économique qui est différente. Moi, je pense que quand quelque chose marche, et cette agence pour l'enseignement français à l'étranger a démontré depuis 30 ans qu'elle a servi, elle a certes des faiblesses, et je me suis moi-même, tu as rappelé tout à l'heure la réforme que j'ai menée pour la création justement des élus de proximité. J'ai réformé en profondeur cette agence en 2013. Donc, il est possible de réformer sans casser. Il est possible d'avancer et d'améliorer dans le sens qui est attendu à la fois par les familles et par les enseignants, parce qu'on peut vouloir faire plaisir aux familles, certes, surtout en période électorale, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, hein et donc ce sont des gens qui votent, mais en voulant faire plaisir aux familles, de fait, on peut avoir le résultat opposé à celui escompté. Et j'en veux pour preuve, et je terminerai là-dessus, quand j'ai été nommée donc en 2012, nous avons hérité d'un système absolument ubuesque, mais c'était une promesse électorale qui avait été faite par Nicolas Sarkozy, qui avait été tenue donc acte en 2008, d'introduire la gratuité. Bon, cette promesse électorale n'avait été ni budgétée, ni pensée jusqu'au bout. Et en fait, elle a eu un effet très pervers. Le premier, c'est que puisque l'État payait, eh bien, un certain nombre d'établissements scolaires se sont sentis libres d'augmenter considérablement leurs frais d'écolage, au-delà de raisonnable. Et ce qui avait été pensé aussi, c'est que les entreprises prendraient la main et paieraient allègrement, ils soutiendraient en fait l'effort financier de l'État, ce qui n'a pas été fait non plus. Et en 2012, je me suis retrouvée avec un déficit de 10 millions d'euros pour l'AEFE qui passait à 50 millions parce qu'il y avait un phénomène de rattrapage, puisqu'on avait commencé avec le bac et c'était ensuite la classe de première, classe de seconde. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a une vision des choses et qu'elle n'est pas pensée, il n'y a pas de concertation, c'était le cas en 2008 et ça a été le cas en 2017, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et nous, ce que nous avons fait en 2013, nous avons en effet réformé, c'est-à-dire nous avons supprimé la gratuité, nous avons remis sur le budget de l'AEFE l'ensemble des crédits qui avait été retiré. Alors, c'était de l'aide publique au développement dans un premier temps, et puis on a stoppé cette hémorragie-là. Et nous avons réformé les bourses scolaires pour que, au lieu d'avoir 90% des familles qui percevaient 100% des bourses, eh bien, nous ayons un ensemble de progression qui fait que si une famille avait droit à 20%, 30% ou 40%, nous aurions enfin des familles de classe moyenne qui ont de grosses difficultés pour scolariser leurs enfants et qui seraient en capacité d'avoir une petite aide. C'est ce que nous avons recherché. C'est-à-dire que nous avons basé les aides de l'État
sur les revenus des familles. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce qui a été fait en 2013, c'était le fruit d'une concertation. Pardon, là, c'était coupé. Le fruit d'une concertation. Je ne dis pas que c'était parfait, mais ça a marché. Et depuis 2017, je demande chaque année qu'il y ait ces assises que j'avais organisées en 2013. Ça n'a jamais été fait pour voir où nous en sommes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très compliquée pour l'AEFE. Et je crois qu'il va vraiment falloir toutes les bonnes volontés pour avancer. Les professeurs sont très inquiets à cause du nouveau statut qui leur est imposé. Les familles sont inquiètes parce que les frais vont augmenter, parce que voilà, il y a des problèmes partout, et surtout les moyens ne sont pas donnés. Et puis nous avons une enveloppe des bourses qui a baissé cette année de 10 millions. Et là aussi, c'est un souci quand, eh bien, on pourrait imaginer qu'au vu de la situation très compliquée que rencontrent certaines familles maintenant à cause de cette pandémie qui n'en finit plus, eh bien qu'elles puissent être aidées. Et c'est à ce moment-là que eh bien, le gouvernement a décidé de supprimer pour le budget de 2022 10 millions sur l'enveloppe des bourses. Voilà, donc j'espère que nous aurons des députés et que nous avons sur le terrain des conseillers qui se battent, et nous avons également au Sénat pour voter. Mais bon, comme c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, il nous faut des députés qui nous suivent et avec lesquels nous puissions travailler et avoir la même vision du monde. Voilà, j'étais beaucoup trop longue. Mais Samy, tu m'avais invité à donner le contexte, donc je pense qu'il est toujours bon de rappeler un petit peu l'histoire, le passé, de revenir sur certaines choses. Hein. Comme disent les Africains, c'est toujours bon de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire en quelques mots. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Hélène, pour ces points de contexte très, très, très utiles. Et on reviendra sur beaucoup, beaucoup de points que tu as soulevés dans le courant du webinaire. Je pense qu'il y aura des questions aussi là-dessus. Et travaillons tous, effectivement, pour que tous les astres soient alignés. On est non seulement des sénateurs et des conseillers comme nous, mais aussi et surtout des députés pour porter ces sujets à l'Assemblée nationale. Donc, je me tourne maintenant vers Christophe. Christophe Adol, qui est enseignant depuis longtemps maintenant au lycée Charles de Gaulle, qui est le vaisseau un petit peu amiral du réseau d'enseignement à l'étranger ici au Royaume-Uni, en sciences économiques et sociales depuis longtemps. Et tu es très bien placé pour parler de la réforme Blanquer et de l'impact qu'elle a eu sur le système éducatif français. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta perspective sur le quinquennat passé en termes d'éducation de manière générale, non seulement ici à l'étranger, mais aussi et surtout en France? Bonsoir à tous. Oui, alors en quelques minutes, faire le bilan de la politique éducative de ce quinquennat, pas évident. Je retiendrai juste trois aspects. Un quinquennat qui commençait avec une mesure plutôt intéressante, cette mesure de dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle maintenant les REP, réseau d'éducation prioritaire. Dédoublement de plus de 3000 classes de CP et CE1 en partant de ce constat qui est maintenant connu, puisque les études PISA rappellent régulièrement que c'est dans le système français qu'on a le plus fort lien entre la réussite des élèves et leur origine sociale. Donc l'idée était intéressante. Malheureusement, maintenant qu'on a un petit peu le recul, ça a été fait avec pas forcément tous les moyens, parce que bien évidemment, ça s'est fait dans un contexte de diminution de postes, donc on n'a pas attribué tous les moyens qui étaient nécessaires. Il y a eu des créations de postes, mais pas autant qu'il aurait fallu pour faire face en plus à cette montée démographique, parce qu'on a une inversion démographique qui fait qu'on en a le plus besoin. Mais c'était une mesure intéressante. Ensuite, les choses se sont un petit peu gâtées au cours du quinquennat, jusqu'à déboucher sur une grosse crise de confiance entre le ministre de l'Éducation et l'ensemble de la communauté scolaire, pas uniquement les enseignants. Cette réforme du baccalauréat, donc, qui partait de cette idée, s'inspirant un peu d'un modèle à l'anglo-saxonne. L'idée, c'était de casser une espèce de hiérarchie des filières en faisant un programme plutôt à la carte avec des enseignements de spécialité articulés autour d'un tronc commun. Bon, je passe vite sur quelques
quelques travers liés à cette réforme. Alors, la suppression des maths qu'on rétablit, pour s'apercevoir que quand même c'est important que nos élèves fassent des maths jusqu'à la terminale. Les problèmes liés au genre, hein, les choix de spécialité. On s'est aperçu notamment que la proportion de jeunes filles qui choisissaient la spécialité mathématique était en profond déclin, donc c'est quand même inquiétant. Mais le plus grave, selon moi, c'était finalement deux objectifs qui étaient affichés et qui ont débouché sur quelque chose, sur un résultat totalement inverse. Hein. L'objectif, c'était de faire un bac qui soit plus inégalitaire, et finalement, en introduisant du contrôle continu, on a une rupture totale. Avec un bac national, et finalement, et on le voit à travers Parcoursup, moi je le vois pour faire des évaluations de dossiers pour Sciences Po, etc. Voilà, maintenant, il y a des biais dans les recrutements en fonction des établissements, puisque voilà, tous les établissements ne notent pas pareil. Donc ça, c'est un vrai problème, et on le voit dans les algorithmes aussi de Parcoursup qui restent très obscurs. Et puis, le dernier gros problème de cette réforme du bac, que je vis en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que papa d'élève d'une ado en première, c'est que l'idée, c'était de sortir avec le stress, le couperet des épreuves finales de baccalauréat. Et donc, en introduisant ce contrôle continu, en fait, on a des méthodes d'évaluation permanente. Les gamins sont dans un stress absolument phénoménal. Là, je sors de période de devoirs communs avec les premières. Voilà, hier, j'ai 2 élèves qui s'effondrent dans ma classe parce que voilà, elles ont pris une mauvaise note, elles ont raté un devoir, et les élèves ont l'impression de jouer leur vie sur chaque évaluation avec ce contrôle continu. Les élèves n'ont plus le droit à l'erreur. Pédagogiquement, c'est terrible, et en termes de stress pour les élèves, c'est absolument catastrophique. Donc voilà, plein d'autres choses à dire, des épreuves de spécialité en mars alors que les élèves sont en cours de formation, ça n'a juste aucun sens. Quelques mots pour parachever le bilan assez catastrophique de ce quinquennat Macron. C'est l'énorme crise de confiance avec les personnels. On a passé 5 ans avec certains mépris vis-à-vis des personnels, donc absence de prise en compte justement dans cette réforme, avec un gel des salaires sur tout un quinquennat. C'est la première fois dans l'histoire que pendant 5 ans, les salaires de tous les fonctionnaires et des enseignants ont été gelés pendant 5 ans dans une période de très forte inflation, et ce qui a généré notamment une grave crise de vocation. Quelques chiffres sont sortis récemment dans la presse. Je ne prends que le CAPES de maths. 1100 postes à pourvoir, 800 candidats admissibles. C'est-à-dire que même au niveau de l'admissibilité à l'oral, on a moins de candidats que de postes à pourvoir. Donc, on a un vrai problème. Voilà, de cette crise de confiance dans l'éducation, et un bilan assez rude de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Christophe, pour cet aperçu et ce tour d'horizon des réformes Blanquer et de ce quinquennat de manière plus générale, hein, sur l'impact qu'il a eu sur le personnel enseignant, mais aussi sur les élèves. Moi, je suis très intéressé d'entendre le caractère extrêmement anxiogène de cette nouvelle pédagogie et du contrôle continu sur les élèves. C'est assez terrible, effectivement, quand tu le décris. Donc, merci beaucoup. Avant de passer la parole à notre candidate Charlotte, je voulais juste signaler qu'on a une fonction Q&A sur laquelle tous les participants et participantes peuvent poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on aura un temps à la fin du webinaire de 15 à 20 minutes pour y répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et puis pas dans le chat, dans la fonction Q&A. Il faut bien distinguer les deux pour qu'on puisse les voir et y répondre, soit en temps réel, soit dans la partie questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, je passe maintenant la parole à notre candidate, Charlotte Mainvielle, qui secoue le paysage politique de toute l'Europe du Nord depuis quelques semaines avec brio.
et qui nous représente brillamment et qui va maintenant parler bien, de ce dont la France pourrait peut-être s'inspirer, parce qu'on est effectivement dans une circonscription d'Europe du Nord où il y a plusieurs modèles éducatifs, et notamment les modèles scandinaves, qui ont des aspects intéressants. Voilà, donc Charlotte, tu as pu un petit peu parcourir toute la circonscription depuis quelques semaines. Qu'est-ce que tu as vu et de quoi pourrait-on s'inspirer pour notre système éducatif en France et de l'enseignement du français à l'étranger? Merci Samy. Bah oui, merci beaucoup aussi Hélène et Christophe pour ce contexte du quinquennat précédent et de ce qui s'est passé par le passé. C'est vrai que je pense que j'ai la chance d'être candidate dans une circonscription où on a vraiment en effet des modèles éducatifs dont on peut s'inspirer. Christophe l'a rappelé, la France c'est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des élèves détermine le plus les performances scolaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut qu'on s'inquiète. Il faut qu'on ait un système qui soit plus inclusif et aussi des enseignants qui soient plus valorisés et mieux valorisés. Et on voit que c'est le cas dans d'autres pays. Donc, particulièrement pour la valorisation du personnel enseignants, il faut absolument qu'on puisse recruter des enseignants supplémentaires pour qu'on puisse avoir des effectifs qui baissent en maternelle et dans les autres classes. Et aussi, il faut revaloriser le salaire des enseignants. Donc, si on compare encore, on est la France dans la moyenne basse des pays de l'OCDE. Et il faudrait revaloriser ces salaires de 20% pour que à la fin du quinquennat, qui viennent, enfin en tout cas c'est ce qu'on voudrait pousser pour ça en tant que député, potentiel député à l'Assemblée nationale, qu'on arrive au moins dans cette moyenne. Parce que là, il y a eu 8000 postes en moins dans l'éducation nationale pendant le quinquennat. Donc ensuite, peut-être pour dire de quoi on peut s'inspirer en termes de la culture de l'enseignement particulièrement. Donc je pense qu'il faut essayer de rompre avec une culture de l'enseignement qui soit intensif et plus anxiogène pour faire place à plus d'activités physiques, des projets culturels et des savoir-faire pratiques. Donc comme c'est le cas notamment en Finlande. Donc la Finlande qui est le modèle, ou en tout cas le pays que tout le monde admire en termes de système éducatif. La Suède se débrouille très bien aussi, mais c'est vrai que ce qu'on peut apprendre de la Finlande notamment, c'est laisser un peu plus de place à d'autres activités que nous on appelle peut-être extrascolaires, mais qui en fait en Finlande ou en Suède font vraiment partie de l'école parce que ça permet d'avoir plus de développement, pas que scolaire. En Suède notamment, les évaluations commencent qu'à 12 ans et en Finlande à 16 ans. Donc, ce système de notes, d'évaluation perpétuelle est beaucoup moins présent. Donc, je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut aussi revoir. Il y a la plus d'harmonisation entre les écoles, d'une plus grande homogénéité entre les écoles et une autonomie pédagogique aussi qui soit plus importante. Donc, par exemple, dans d'autres pays, notamment les pays scandinaves, l'élaboration des programmes scolaires fait partie est plus confiée à une autorité indépendante et moins liée à des changements successifs, etc. Donc, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ces pays scandinaves pour une atmosphère et une culture de l'enseignement qui soit différente, qui soit plus apaisée, qui soit moins anxiogène et qui soit plus inclusive. Merci beaucoup, Charlotte. Effectivement, beaucoup d'enseignements et ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, on espère vraiment que c'est des sujets qu'on pourra porter parce qu'on a des systèmes éducatifs qui sont très différents et qui sont trop cloisonnés les uns par rapport aux autres. On a vraiment beaucoup de difficultés à s'inspirer les uns des autres alors qu'il y a une énorme diversité, ne serait-ce que dans notre circonscription. Donc, merci d'avoir apporté ces sujets. Je vais maintenant passer la parole à Henriette Mahaman, qui est directrice de la Petite École Flamme de Leeds. Et un pilier de la communauté française dans cette grande conurbation du nord de l'Angleterre, de Leeds et Bradford, pour nous parler de ce modèle presque, j'ai envie de dire, alternatif, mais en réalité complémentaire des établissements de l'AEFE, comme le lycée Charles de Gaulle où Christophe enseigne, qui permet à des familles qui n'ont pas forcément accès à
à un de ces établissements, pour des raisons géographiques ou financières, eh bien, de continuer à transmettre la langue et la culture française à leurs enfants. Donc, Henriette, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment fonctionne la petite école flamme de Leeds, qui est, je crois, un modèle pour l'ensemble des écoles flammes du Parapluie, qui, je crois, sont au nombre d'une cinquantaine, mais tu en parleras dans ton intervention. À toi la parole. Merci beaucoup. Déjà, premièrement, je suis vraiment, vraiment très heureuse de faire partie de ce webinaire parce qu'il est évident que la question des écoles flammes est de plus en plus pertinente. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, dans l'espace de quelques années, ce réseau a grandi mondialement. On est autour de 160, un peu plus de 160 associations à travers le monde. Ici, au Royaume-Uni, nous avons à peu près 53 écoles flammes et cela représente à peu près 4000 élèves rien qu'ici au Royaume-Uni. Alors, quand je dis 4000 élèves, je vois Samy qui ouvre grand ses yeux. Évidemment, 4000 élèves, c'est beaucoup, mais imaginez s'il n'y avait pas les écoles flammes. Ça voudrait dire 4000 enfants français qui n'auraient pas accès à la culture et à la langue française. Et quand on tourne les chiffres de ce côté-là, on se rend compte évidemment qu'il y a un écart, un gap, comme on dit ici en Angleterre, dans la stratégie du gouvernement en ce qui concerne l'accès à la langue française et à l'éducation pour les enfants français de l'étranger. Et ici, au Royaume-Uni, on bénéficie du plus grand réseau flamme. Donc, on a 53 associations. On a ce qui est la première fédération des associations flammes à un niveau national. Donc, on a le Parapluie Flamme. Et le Parapluie Flamme fait un travail exceptionnel en termes de soutien pédagogique, structurel et bien plus. Donc, c'est vraiment une organisation à saluer. Il y a évidemment la pertinence de ce réseau se traduit maintenant dans le développement d'un réseau Flamme Monde qui réunit, qui chapeaute un peu toutes les associations flammes à travers le monde et qui est devenu un outil d'influence qui est vraiment très pertinent et qui nous a permis, pendant la pandémie, de faire remonter tous les problèmes et les challenges que les associations ont rencontrés, la perte de famille, le manque d'enseignants, la difficulté de recruter des volontaires pour faire tourner ces associations, le manque de financement, et j'en passe. Donc, c'est vraiment un réseau qui est pertinent, mais qui souffre d'un manque de soutien et d'un manque de reconnaissance pour tout le travail stratégique que ces associations accomplissent pour la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger. Alors, comme Samy l'a mentionné, nous représentons une alternative par rapport aux écoles françaises, comme le lycée Charles de Gaulle. Et souvent, les familles nous choisissent parce que, évidemment, le coût est beaucoup moins élevé quand on amène nos enfants dans une école flamme que plutôt dans un établissement français qui relève du réseau AEFE. Mais le coût n'est quand même pas négligeable parce que nous avons, par exemple, ici au Royaume-Uni, des coûts qui vont d'entre 300 pounds à l'année à plus de 1000 à l'année. Et ce coût-là, évidemment, se multiplie par le nombre d'enfants qu'on a. Donc, moi, j'en ai 4. Alors, vous voyez un peu le budget annuel. Ce n'est pas du tout négligeable. On se démarque aussi par notre diversité. Souvent, dans nos écoles flammes, nous avons une plus grande mixité sociale.
Et ça, c'est vraiment très important de le mentionner parce que, du coup, les familles qui n'ont pas accès au lycée Charles de Gaulle, par exemple, se retrouvent dans les écoles flammes. Et ça, il faut vraiment le mentionner. En termes de challenge, je voudrais simplement finir par en disant que, évidemment, gérer une école flamme, souvent, en fait, les personnes pensent que les écoles flammes sont des clubs du samedi matin où on s'amuse, on chante des petites chansons en français et voilà, ça s'arrête là, c'est bien gentil, c'est bien mignon. Mais en vrai, en réalité, c'est souvent dans ces structures que des milliers d'enfants apprennent à lire, à écrire en français, à s'exprimer et apprennent avec excitation les rouages de la grammaire et de la conjugaison française. Et évidemment, tout cela demande un effort pédagogique. Et dans ce sens-là, il reste encore beaucoup à faire en termes de soutien du ministère de l'Éducation française et aussi de l'AEFE. Voilà. Merci beaucoup. Merci Henriette. Et moi, dont les enfants sont aussi scolarisés dans une école flamme, chez moi, dans la ville de Saint-Alban, je suis absolument convaincu qu'entre l'établissement à gestion directe, qui ont une mission de service public, dans lequel, par exemple, enseigne Christophe, et les écoles flammes, dont tu es un exemple brillant, on a vraiment les deux piliers de l'enseignement en français à l'étranger, et deux piliers qui ont été assez délaissés ou pas du tout suffisamment soutenus par la puissance publique depuis quelques années. Donc ça, je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Je reviens vers toi maintenant, Christophe, pour évoquer ce qui pourrait être amélioré dans l'enseignement français à l'étranger. On a déjà évoqué certains aspects de la dotation à l'AEFE, du budget des bourses qui a été complètement charcuté par le gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour améliorer, en plus de revenir sur toutes ces réformes extrêmement délétères pour le réseau? Oui, effectivement, je veux dire, Hélène a très bien montré, si tu veux, la spirale dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on affiche un objectif de doublement des effectifs scolarisés. Tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ça, mais quand on veut doubler les effectifs scolarisés à l'horizon 2030, avec une dotation constante, voire en légère diminution, comme le disait Hélène. Juste un petit ordre de grandeur, la dotation de l'AEFE, c'est 400 millions. 400 millions, je veux dire, à l'heure où on a jeté des milliards par la fenêtre, je passe sur la suppression de l'ISF à 3,5 milliards, etc. 400 millions, c'est rien pour entretenir un outil de rayonnement culturel et économique, de soft power, comme on dirait chez nous, sans égal. Donc voilà, doubler les effectifs, on est tous d'accord. Mais avec dotation budgétaire constante, avec moins d'enseignants, ça se traduit immanquablement par une augmentation des écolages et forcément, Hélène l'a expliqué, si on augmente les écolages avec des bourses qui diminuent, ça fait moins d'élèves qui peuvent avoir accès à ces bourses et donc on réduit encore plus la mixité sociale dans nos établissements. Donc, on a un vrai problème. Donc, j'ai envie de dire, il y a des solutions alternatives. Tu rappelais, Samy, mon grand âge. J'ai assisté en 2008 au début, au lancement du plan école qui ont généré la création du CFBL, puis de Wembley. Donc, la solution, développer des établissements privés. Voilà, bon, dans le contexte du Brexit, en plus, pas évident. Ces établissements privés ont des frais qui sont nettement supérieurs. Je rappelle que Charles de Gaulle, même si les tarifs sont significatifs,
reste quand même l'établissement le moins cher du réseau londonien. D'accord ? Donc, développer les établissements privés, c'est peut-être pas la solution. En 2008, un des volets du plan école, c'était de développer des partenariats avec des écoles britanniques, développer des écoles bilingues. On s'est heurté à un manque de volonté, tout simplement, de nos partenaires anglais qui n'avaient pas ce désir de créer des filières bilingues dans les établissements. Voilà, donc après, la difficulté, encore une fois, et la solution, c'est de permettre une dotation qui soit à la hauteur des ambitions. Je veux dire, doubler les effectifs d'enseignement dans le monde et permettre un meilleur maillage du territoire dans des pays avec une forte implantation de notre communauté, très bien, mais on ne peut pas le faire. On peut pas le faire à moyens budgétaires constants, on ne peut pas le faire en diminuant les dotations en enseignants, avec les conséquences que ça peut avoir aussi sur la qualité de l'enseignement quand même, et ce qui se traduit inévitablement par des prix prohibitifs. Donc la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est de donner les véritables moyens pour un service public de l'enseignement de l'étranger. Merci Christophe. Et donc, tu commences à esquisser déjà des propositions qui sont budgétaires et non budgétaires. Donc, Charlotte, maintenant, notre candidate de la gauche, voilà, qu'est-ce que tu proposes en plus de ça, ou est-ce que tu peux élaborer sur certaines de ces propositions que nous portons à gauche pour les Français de l'étranger? Bien sûr, merci beaucoup Christophe, en effet, d'avoir rappelé tout ça. Et c'est vrai que nous, on veut évidemment limiter l'augmentation des frais de scolarité dans ces établissements français, parce que ça devient vraiment, est très très cher. Et donc, on voit que dans certains contextes, à Oslo par exemple, ils ont augmenté de 30%. Enfin, ce sont des établissements qui sont évidemment de très grande qualité, mais qui sont très chers et qui bénéficient à un petit nombre de personnes finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aussi que le budget des bourses soit augmenté. Hélène l'a rappelé qu'il avait baissé de 10 millions. Voilà, je pense que c'est important. On parle de mixité sociale et du fait qu'en effet, en France, les origines sociales déterminent la performance scolaire. Il faut qu'il y ait aussi une mixité sociale dans ces établissements qui sont de très, très grande qualité. Donc nous, c'est vraiment des mesures qu'on prône pour ce qui est des établissements français. Ensuite, évidemment, les écoles flammes, et je suis ravie qu'Henriette soit avec nous pour représenter l'école flamme de Leeds, parce que vraiment, je pense que soutenir ces écoles flammes, ça doit aussi être une de nos grandes priorités. Donc, que ce soit étendre les subventions, le soutien, les ressources pédagogiques dont bénéficient les écoles flammes, on veut vraiment que ce soit étendu, parce que ce sont ces structures-là, Henriette l'a rappelé, il y en a une 50aine rien qu'au Royaume-Uni, encore plus sur toute la circonscription. J'ai rencontré une école flamme à Stockholm, à Oslo, il y en a aussi à Édimbourg, à Galway, à Glasgow, partout. Donc, je pense que c'est important que ces réseaux-là soient vraiment soutenus, ces plus petites structures qui bénéficient à plus de gens et aux origines sociales variées. Et je pense aussi peut-être un autre point quand même, qui est que certaines écoles flammes, pas toutes malheureusement, mais une partie d'entre elles bénéficient donc du soutien, du dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, le dispositif staff du consulat. Mais ce dispositif, moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit plus flexible et qu'il puisse soutenir aussi les coûts opérationnels et éducatifs de ces écoles, plutôt que de les obliger à présenter des projets spécifiques additionnels. Je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de cette façon-là de soutenir les écoles, et qu'on se dise, ces écoles-là, en soi, elles soutiennent le réseau éducatif, ils soutiennent le fait que les enfants de parents français ou francophones, etc., puissent avoir accès à l'enseignement français. Donc, il faudrait qu'on les soutienne aussi de façon un petit peu plus flexible, pour soutenir leur coût opérationnel et le coût de leur personnel.
Donc voilà, je pense aussi qu'il faut qu'on communique mieux sur ces écoles, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent mais qu'est-ce que c'est que les écoles flammes? Je sais pas. C'est vrai que nous on baigne un peu plus dedans, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est connu de tous. Donc je pense qu'il faudrait réussir à travailler avec le parapluie flamme, avec le parapluie avec Flamme Monde pour que ces écoles soient plus connues de tous. Après, je pense qu'il faut aussi essayer de favoriser l'enseignement à distance. J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet dans le chat, mais peut-être diminuer aussi les frais de scolarité du CNED dans un contexte où il y a une progression de l'enseignement en ligne et à distance. J'ai envie de dire une conséquence un peu malheureuse de cette situation de la crise du Covid, mais qui a fait que les personnes se sont un petit peu plus penchées sur l'enseignement à distance. Donc, faire en sorte que ce CNED aussi qui est vraiment une super ressource, soit disponible, et il y a des bourses et peut-être qu'elles soient plus développées pour qu'un plus grand nombre d'élèves y aient accès. Et peut-être pour conclure, je dirais que d'ordre général, que ce soit dans les établissements français ou que ce soit dans les écoles flammes, je pense que c'est important que l'accueil soit amélioré en ce qui concerne la prise en charge des enfants qui peuvent avoir des problématiques de santé ou en situation de handicap, par exemple. S'assurer qu'on ait une école qui soit vraiment inclusive à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Plein de propositions extrêmement importantes. Effectivement, on s'est heurté à la rigidité du dispositif staff de soutien aux associations qui, franchement, n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on était en mesure d'attendre d'elles dans une période sanitaire qui a été extrêmement compliquée à gérer pour les associations. Donc, voilà, c'est une mesure qui va nous parler ici au quotidien. Donc, merci de les avoir soulevées. Je te repasse la parole, Henriette, si tu pouvais peut-être, pour terminer, nous citer une ou deux mesures concrètes que tu aimerais voir portées sur les écoles flammes, dont tu es, encore une fois, un exemple brillant. C'est très gentil. Je vais essayer d'être concise parce que je suis sûre que il y aurait des questions sur ce sujet. Mais personnellement, je pense qu'il est temps que le gouvernement vraiment et qu'on apporte une reconnaissance concrète au réseau Flamme et qu'on aille un peu plus loin que des financements de projets comme l'a mentionné Charlotte. Mais vraiment qu'on puisse qu'on puisse soutenir les écoles flammes à développer des ressources pédagogiques de qualité, que nous puissions bénéficier de ce soutien pédagogique dont on a besoin, parce que je rappelle quand même que les écoles flammes souvent sont des écoles portées par la communauté française, pas forcément par des enseignants formés, mais simplement des parents volontaires qui veulent vraiment défendre l'accès à la langue et à la culture. Et évidemment, cela veut dire que ces personnes-là ont besoin de beaucoup plus de soutien que de financement à projet. Voilà. Et puis, j'aimerais quand même finir en disant que dans le cas de la petite école française de Leeds, l'AEE a vraiment apporté un soutien financier, et ça, il faut le mentionner, parce que nous sommes restés ouverts vraiment grâce aux subventions dont on a bénéficié. Mais ce que j'aimerais souligner simplement, c'est que clairement, la France a une ambition en termes de diplomatie culturelle. Et ça, on le voit, comme l'a mentionné Christophe, à travers le soutien au développement d'un réseau d'écoles bilingues. Même si ici en Angleterre, ça n'a pas été, c'est pas vraiment à la mode, on va dire, mais c'est quand même, ça montre vraiment la volonté du gouvernement à promouvoir la langue et la culture française. Dans cette volonté-là, je leur souhaite de faire, d'apporter la même ambition pour l'accès à la langue et à la culture pour les Français qui habitent à l'étranger. Voilà. Simplement que l'éducation ne soit pas une option payante pour les Français, quels qu'ils soient nés en France
mais qu'ils soient nés aussi comment dire, à l'étranger. Parce que at the end of the day, comme on dit ici, nous sommes tous des enfants de la République. Et il est pour moi inconcevable qu'on voit cette émergence d'enfants français qui n'arrivent pas à parler français. Et on l'a vu très clairement lors des élections récentes où un nombre de jeunes votants ne pouvaient pas parler français. Voilà. Mais ils avaient quand même la volonté de participer à la vie démocratique française. Et ça, il est vraiment très, très, très important que le gouvernement prenne conscience de ce problème. Merci beaucoup, Henriette. Entièrement raison. Nous devons à ces Françaises et Français qui souhaitent maintenir un lien citoyen avec la République française et notre pays et notre culture, eh bien voilà, de leur offrir des solutions qui soient inclusives pour accéder à la culture et à l'éducation française. Et je crois qu'on a esquissé beaucoup de propositions. Profitons de la présence avec nous d'Hélène Conway, sénatrice et ancienne ministre, pour voilà, réagir à ces points. Et puis voilà, quelques mots de conclusion avant de passer à la séquence questions-réponses. Hélène, souhaites-tu réagir? J'imagine que oui. Ces sujets te tiennent à cœur. Oui, alors, ça y est, connecté. En tout cas, pour que vous m'entendiez. Oui, et merci Henriette, parce que c'est vrai que le programme Flamme existe depuis assez longtemps maintenant. C'est une collègue, une sénatrice, Monique Cerisier Benguiga, qui a lancé ce programme et qui avait bien offrir finalement cette motivation à nos enfants de vouloir parler français. J'ai participé moi-même à Cork, à la création des enfants francophones de Cork, et j'espère, Charlotte, un petit coucou. Et le réseau Flamme s'est aussi développé sur l'Irlande parce que nous avions là un certain nombre de familles qui quand un seul parent à la maison parle français, c'est très difficile de transmettre la langue quand il n'y a pas un autre environnement. Et donc, d'être avec des petits camarades d'activité assez ludiques au départ, permet cette motivation-là et c'est absolument essentiel ensuite pour peut-être aller dans une sorte de préparation pour aller dans un établissement français. Donc, mais Flamme, avec le temps, s'est développé au-delà de cela. Est-ce que, en fait, propose Henriette aujourd'hui, je crois que nous sommes en effet dans une nouvelle phase où nous avons des Français qui sont d'origine différente, qui ont des envies différentes, qui devraient avoir une gamme complète finalement disponible pour pouvoir faire en sorte que leur culture et leur langue soient transmises au-delà de la famille et au-delà souvent du parent qui finalement a une pression terrible de cette transmission qui est plus ou moins réussie chez les enfants. Et donc, ce qu'Henriette propose, moi, me va parfaitement. Je pense que nous sommes en effet arrivés à ce moment-là où nous avons besoin, au-delà des projets associatifs qui jusqu'ici étaient suffisants, parce que cela permettait à un certain nombre de familles, finalement, de pouvoir, en effet, occuper les enfants, parfois plusieurs semaines ou simplement une fois par semaine, et leur donner cette envie de français. Et donc, moi, je suis tout à fait en phase avec un soutien financier. Alors, celui-ci est proposé, on ne sait pas comment. L'enveloppe des bourses a été diminuée de 10 millions, mais l'enveloppe pour les Flammes a été doublée pratiquement pour le budget qui vient. Bien. Là aussi, c'est très bien, je m'en réjouis, mais je ne sais pas sur quelle étude de marché cela repose. Je ne sais pas si, en effet, les critères pour les demandes de subventions ont été améliorés. S'ils sont inchangés, je crois que ça va être très compliqué. Et là, je me tourne vers l'élu conseiller des ça va être incroyablement difficile. Ça va être comme l'aide Covid. Puis, en quart, et on ne sait pas comment dépenser le reste parce qu'il est impossible de demander. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devrions faire, c'est en effet un système qui va au-delà de ce qui existe, de l'existant, et de faire en sorte que ces programmes Flammes, et puis également
France Éducation, le label France Éducation, je pense aussi est un bon choix pour un certain nombre de familles, parce qu'une école, c'est un établissement local. Je crois que Christophe ne contredira pas. C'est là où on a ses amis, c'est là où on développe, au-delà de l'apprentissage du français, aussi devenir un être social et sociable. Et donc, eh bien, il faut pouvoir faire en sorte que les enfants soient scolarisés localement. Et une ville comme Londres, eh bien, en effet, quand on n'habite pas à Kensington, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est au-delà de l'affichage. Nous sommes habitués depuis 5 ans à un effet d'annonce, une com, et je ne vois pas comment cela va changer, qui devient insupportable quand elle n'est pas suivie dans les faits. Et que finalement, elle fait naître beaucoup d'espoir, elle fait naître des envies, et puis ces espoirs, eh bien, ne, ne trouvent pas de solution. Donc, nous allons travailler à ces propositions, et nous allons voir comment, dans le prochain débat budgétaire, nous pourrons les traduire en amendements, et j'espère que Charlotte les portera à l'Assemblée nationale et moi au Sénat. Merci beaucoup, Hélène. Ça serait En tout beau. cas, Merci, Hélène. merci Henriette. Ça serait beau, effectivement. Et du coup, Charlotte, je te passe la parole puisqu'on a quelques minutes maintenant pour les questions. Merci infiniment, Hélène, pour ces mots de conclusion et pour ces perspectives un peu politiques sur un sujet qui est éminemment politique et un quinquennat qui a été désastreux sur le plan de l'enseignement du français à l'étranger et de l'enseignement du français en France, toutes choses égales par ailleurs. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et Charlotte, est-ce que tu aurais des réponses à apporter? Il y a une question, tu l'as un petit peu évoqué déjà dans ton intervention tout à l'heure sur les cours à distance. J'aimerais bien t'entendre toi, mais aussi peut-être Christophe, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements à distance pendant Ouais, la pandémie aussi. Donc, je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients. Donc, est-ce que tu peux en toucher un exactement. mot? Oui, bah donc je pense que c'est ça. À mon avis, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que ça a été une période très difficile, cet enseignement à distance pendant le Covid, autant pour les professeurs, évidemment, de devoir s'adapter à ce contexte et aussi aux élèves qui ont été privés de contact avec leurs camarades, leurs professeurs, etc. Donc je pense que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes avec cet enseignement à distance dans ce contexte. Après, je pense que pour certaines situations, il y a peut-être un bénéfice. Je parlais en effet du CNED et de cet enseignement à distance. Je pense que peut-être que du fait qu'on a été confronté à ça, les gens sont peut-être du coup un petit peu plus habitués à avoir un enseignement à distance, et ça peut peut-être ouvrir d'autres opportunités, donc sur le CNED, mais sur peut-être d'autres plateformes. Parce que je pense qu'en effet, quand on pense à essayer de toucher tous nos territoires sur cette circonscription, même si les écoles flammes sont dans plein d'endroits, elles ne sont pas partout. Et bon, encore moins pour ce qui est des établissements français. Donc, je pense qu'en effet, l'enseignement en ligne, ça peut aussi être une façon parfois plus flexible et aussi pour toucher plus de territoires. Donc, je pense qu'il faut aussi que ce soit mis en avant et considéré. Merci beaucoup, Charlotte. Tu veux intervenir là-dessus aussi, Christophe, parce que tu as Oh été bah très non, moi, concerné par le sujet, non? je souscris totalement Ouais. à ce que dit Charlotte. C'est vrai qu'on a énormément appris, et quand je dis on, c'est à tous les niveaux, élèves, enseignants et institutions aussi, parce qu'on a quand même commencé ces périodes de confinement. Voilà, l'éducation nationale n'avait pas une plateforme d'enseignement à distance. On a essayé avec le CNED, ça a été un peu chaotique. On a tous énormément progressé là-dessus. Ça ouvre effectivement des opportunités énormes en termes d'accès à l'enseignement. Maintenant, voilà, donc bien sûr, il faut essayer de développer toutes les initiatives en ce sens. Le problème, et notre participant le soulignait, c'est que les initiatives, malheureusement, elles sont plus souvent privées, c'est-à-dire que c'est les cours les officines de cours particuliers qui se sont engouffrés les premiers dans la vague de l'enseignement à distance
pour proposer des cours privés avec des qualités très, très hétérogènes. Donc voilà, c'est vraiment… alors tu soulignais le rôle du CNED, effectivement. Après, est-ce que les écoles flammes peuvent se saisir de ces modalités? Bon, voilà, il faut savoir que ce n'est pas non plus adapté à tous les âges. On ne met pas un enfant de 6 ou 8 ans devant un ordinateur pour suivre un cours. Donc voilà, on a énormément appris, c'est énormément d'opportunités, mais voilà, à utiliser voilà, avec modération quand même et avec discernement surtout. Merci beaucoup, Christophe. Je ne vois pas d'autres questions dans la section questions-réponses. On est presque à l'heure des webinaires, donc on approche de la fin de toute façon. Donc, je vais en profiter pour dire quelques mots de conclusion, à commencer par un remerciement, évidemment, à nos 4 intervenants. Hélène Conway, sénatrice, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir éclairé ce débat à la lumière de ton expérience et de ton travail de parlementaire. Charlotte, notre candidate brillante, qui secoue un petit peu le cocotier là, de l'Europe du Nord depuis quelques semaines. Et c'est bien nécessaire en faisant des liens très importants entre ce qu'on peut apprendre aussi des pays de notre circonscription d'Europe du Nord, qui ont des modèles économiques, sociaux, éducatifs, etc., dont on peut et on doit s'inspirer pour plus d'inclusivité à tous les niveaux de la société française. Et puis Christophe Adol, qui a été conseiller des Français de l'étranger aussi avec moi et qui est aujourd'hui délégué consulaire, rappelons-le, enseignant à Charles de Gaulle et puis aussi responsable des délégués syndicales. Donc, merci beaucoup pour tes éclairages à la lumière de ton expérience. Et puis Henriette, directrice de l'école Flamme de Leeds, qui a apporté énormément d'éléments sur ce véritable second pilier de l'enseignement du français à l'étranger, et notamment ici au Royaume-Uni, avec un réseau extrêmement dense et qui fait un travail absolument fabuleux, et j'en suis le témoin, puisqu'encore une fois, mes enfants sont scolarisés dans une école Flamme. Donc, merci à tous pour vos interventions. Le bilan du quinquennat qui est en train de s'écouler, qui s'est écoulé déjà, est objectivement, je crois, indéfendable. Et en tant que conseiller des Français de l'étranger élu, ici au niveau local, c'est assez fascinant de voir qu'il y a finalement un consensus parmi les conseillers des Français de l'étranger de toutes les sensibilités politiques pour dire que la politique menée a été catastrophique et a complètement sapé le soutien, que ce soit éducatif ou consulaire ou autre, aux Français de l'étranger. Donc voilà, c'est un bilan qui est indéfendable, et on a hâte de changer tout ça et d'envoyer des députés qui vont, à l'Assemblée nationale, qui vont nous permettre de revenir sur ces réformes délétères et puis de renforcer ce réseau qui sert vraiment les intérêts de la communauté française à l'étranger, et puis qui le fait de manière beaucoup plus inclusive. Un rappel très, très important, votez pour les élections législatives, une échéance électorale majeure. Le vote pourra se faire par Internet, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas voter. Vous pourrez le faire du confort de votre canapé à partir du 27 mai et jusqu'au 1er juin, je crois, pour le vote par Internet. Si vous souhaitez voter à l'urne, eh bien, le premier tour se déroulera le dimanche 5 juin et le deuxième tour, le 19 juin, donc 2 semaines plus tard. Ce ne sont pas les mêmes dates qu'en France. Donc, à l'étranger, nous votons le 5 et le 19 à l'urne. Et puis, sur Internet, et je pense que la majorité d'entre vous utiliseront ce nouveau moyen de vote à partir du 27 mai. Donc, regardez bien vos emails. Si vous recevez un email du ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes, etc., ce n'est pas un spam, c'est pour voter, donc votez. Et surtout, votez pour Charlotte, tant qu'à faire, ça serait quand même mieux, beaucoup mieux. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Ce webinaire était enregistré et je crois qu'on en diffusera l'enregistrement à l'ensemble des inscrits. Donc merci à tous pour votre participation et puis une très bonne soirée, une bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci Samy aussi, merci tout le monde. Au revoir.